Bonjour à tous et bienvenue dans Sens Public, la nouvelle émission de Public Sénat. L'émission qui donne du sens à l'actualité, l'émission qui se met au service des citoyens. Alors je vous retrouve exceptionnellement ce soir dans le fauteuil de Thomas Hugues pour 1h30 d'analyse, de décryptage autour de 2 débats. C'est le concept de l'émission. Un premier débat consacré à un thème d'actualité. Un second débat pour exercer un droit de suite, approfondir ou anticiper. Et puis, entre les deux, notre rubrique « Les électeurs ont la parole ». Vous pouvez commenter l'émission tout au long sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sens Public. Au sommaire de ce numéro, de quoi Éric Zemmour est-il le nom? Alors on l'a connu journaliste, on le connaît aujourd'hui polémiste, on le connaîtra sans doute demain candidat. Sur quel ressort s'appuie sa popularité? Jusqu'où peut-il troubler le jeu politique? Et puis surtout, qu'est-ce que ses propositions et ses provocations racontent de la France de 2021? Ce sera le thème de notre premier débat. Dans Les électeurs ont la parole, notre seconde partie, nous nous poserons une question. Qui doit sauver nos vieux monuments? L'État ou les joueurs de l'auto? Depuis la mise en place de la mission Patrimoine en 2017, celle de Stéphane Bern, près de 527 sites emblématiques ont reçu des subventions. Ce soir, nous vous emmènerons chez Marcel Proust, à Hélier-Combray, mais aussi au château du Neubourg, en Normandie. Enfin, que reste-t-il de l'affaire Benalla? Le procès de l'ancien proche collaborateur du chef de l'État s'est ouvert cette semaine. Nous reviendrons sur ce que ce scandale a révélé de l'exercice du pouvoir, sur les leçons qui en ont été tirées ou pas, et puis surtout sur les conséquences politiques de ce qui restera comme le premier tournant du quinquennat. Mais tout de suite, notre premier débat, c'est la sensation de ce début de campagne présidentielle. Éric Zemmour n'est pas encore candidat, mais il ne cache plus ses ambitions. Comment l'ancienne éditorialiste s'est-il transformé en animal politique? C'est un sujet de Cécile Sixou. Il rêvait de politique, mais son échec au concours de l'ENA a poussé Éric Zemmour vers le journalisme. Dans les années 90, il devient journaliste au Figaro et très vite se fait remarquer sur les plateaux télé pour ses qualités de débatteur et ses prises de position, comme dans cette émission de Thierry Ardisson face à Clémentine Autain. Éric Zemmour, c'est qu'il s'inscrit complètement dans la vague néo-réac en ce moment, la espèce de révo. Oui, c'est vrai, pourquoi néo? C'est complètement réac. La productrice de l'émission propose son nom pour un nouveau programme, On n'est pas couché. En 2006, le grand public découvre alors Éric Zemmour. Ça s'écoute volontiers. On n'est pas horrifié, on se dit pas vraiment. Il collabore ensuite à RTL et iTélé comme éditorialiste marqué à droite. Pour Benoît d'Aragon, journaliste média au Parisien, c'est son livre Le suicide français qui va tout changer en 2014. Le polémiste se radicalise et multiplie les débordements misogynes, xénophobes et anti-musulmans. Il montre dans ce livre qu'il s'est un peu radicalisé. Et là, les rédactions vont être gênées parce que voilà, une rédaction d'un grand média doit s'afficher neutre politiquement. Un éditorialiste très marqué politiquement, c'est problématique dans une grande rédaction comme RTL. Donc il va être petit à petit mis à pied. Des mises à pied, mais aussi des condamnations par la justice. En 2019, il revient sur CNews dans l'émission Face à l'info. Là, pour le coup, il est presque seul, sans contradiction, à expliquer toute sa pensée. Et là, c'est plus un journaliste qu'on voit, c'est même plus un éditorialiste. On voit un homme politique qui donne ses idées, sa vision de la France. Contraint de quitter l'émission à la demande du CSA, il ne s'est pas pour autant déclaré candidat à la présidentielle, même s'il laisse planer le doute sur ses intentions. Éric Zemmour, la stratégie du trublion. On en parle ce soir avec Mathieu Souquier, consultant, expert à la Fondation Jean Jaurès, co-auteur d'un livre qui vient de sortir avec Damien Fleureau, 2022, La flambée populiste chez Plomb. À vos côtés, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. J'accueille également le politologue Emmanuel Rivière, directeur pour les études internationales et conseil politique de Kantar. Et puis, bien sûr, notre chroniqueuse Laetitia Kroupa, qui m'accompagnera tout au long de l'émission. Laetitia qui attendait ce débat avec d'autant plus d'impatience qu'elle vient de publier un livre au titre prémonitoire, La tentation du clown, comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle. C'est chez Buchet-Chastel. Pour commencer ce débat, j'ai envie de faire un tour de table et vous demander de quoi Éric Zemmour est-il le nom, ou plutôt comment vous le qualifieriez. On commence avec vous, tiens, Mathieu Souquier. À partir du moment où Marine Le Pen, effectivement, a échoué aux élections régionales, le diable s'habille en Zemmour. C'est-à-dire que Zemmour incarne assez bien l'extrême droitisation de la société française et par ailleurs l'élément perturbateur que tout le monde attendait dans cette campagne, puisque même si on annonçait un duel, une finale entre Macron et Le Pen, ou en tout cas même si l'opinion semble s'attendre à cette finale-là, l'opinion n'en veut pas. Donc l'opinion attendait un élément perturbateur et Éric Zemmour peut être cet élément perturbateur. Et c'est un populiste, Éric Zemmour ? Il a assurément des côtés populistes, mais là où le populiste en appelle au peuple, et c'est le cas de Marine Le Pen, Éric Zemmour en appelle davantage à la France. Et donc de ce point de vue-là, il se situe assez bien dans la tradition de l'extrême droite française telle qu'on la connaît depuis le 19e siècle.
Catherine Tricot, comment vous le qualifiez, Éric Zemmour ? Un idéologue qui veut reconstruire une pensée de droite, réactionnaire, solide. C'est-à-dire que c'est loin d'être simplement un journaliste et un trublion. Je pense que c'est quelqu'un d'assez solide, avec une grosse culture politique, beaucoup d'analyses politiques. Je pense qu'on connaît tous autour de la table pour la finesse de ses analyses. Et je pense je ne crois pas qu'il ait l'ambition d'être président de la République. Par contre, de redonner à la droite une structure politique, je pense que oui, c'est ça son objectif. Et il s'oppose à Marine Le Pen, mais il s'oppose aussi à la droite traditionnelle. C'est un idéologue ou c'est devenu un politique ? Il ne sera pas candidat selon vous ? Si, il sera peut-être candidat, mais il est candidat comme idéologue. C'est-à-dire que d'une certaine manière, moi je trouve qu'il fait un peu le même parcours de début de campagne que Jean-Pierre Chevènement il y a une quinzaine d'années, qui venait porter, qui était lui-même un homme politique, mais qui s'était pas bien fini pour Jean-Pierre Chevènement. Exactement, et je crois que ça se terminera mal pour Éric Zemmour. Ce sera la même chose. Je ne crois pas à la candidature d'Éric Zemmour. Je pense qu'elle sera comme celle de Jean-Pierre Chevènement, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à dire et qu'ils ne veulent pas porter une parole dans cette première partie de campagne. Eh bien, on va y revenir. Emmanuel Rivière, comment vous le qualifiez, Éric Zemmour, pour vous ? C'est un porte-parole, la parole d'une France qui représente un certain nombre de Français, qui vit le destin de la France comme significatif d'un déclin, qui les inquiète, qui les angoisse, qui le relie beaucoup aux questions d'identité, d'immigration, et qui apprécie chez Éric Zemmour qu'il porte cette parole avec talent, c'est-à-dire qu'il lui donne une espèce de caution, parce que d'abord il a un talent oratoire incontestable, et puis comme c'est matiné de références historiques, ça légitime en fait une parole, mais totalement débridée, c'est-à-dire que les thèmes qu'il utilise sont des thèmes qui sont assez largement employés, évidemment au Rassemblement national, mais également dans une partie de la droite des Républicains. En revanche, les exemples qu'il cite, les points de focalisation, la question du prénom, les questions très très relatives à l'islam, là pour le coup c'est roue libre, et ça je pense que ça séduit une partie des Français qui disent « Ah ben c'est comme ça que je pense », mais en plus lui il le dit bien. C'est aussi roue libre quand on revisite l'histoire, on l'avait vu parfois, notamment avec l'histoire du maréchal Pétain et de la situation des Juifs en France. Laetitia Kroupa. Moi, je vais vous citer une phrase de Gérald Bronner, le sociologue que j'avais rencontré longuement pour mon enquête. Zemmour, c'est l'incarnation de la panique opportuniste qui va avoir lieu en 2022. C'est-à-dire que sur la ligne de départ, il va certainement y avoir un très très grand nombre de candidats et il me semble qu'effectivement il y a une place pour un clown. Donc c'est un clown. Alors un clown pour vous. Au sens c'est sympa, où je l'entends. Ça peut faire rire, oui, et ça peut effrayer également. Oui, il y a aussi le clown blanc, moralisateur, ou les clowns de Beckett. Vous voyez, donc le clown n'est pas uniquement le nez rouge qui fait rire les enfants. Évidemment, Éric Zemmour ressemble davantage au clown effrayant du Joker, le blockbuster de Todd Phillips. Encore une histoire qui a mal fini. Voilà, et c'est pour ça que je file la métaphore. Il me semble que ce serait un petit peu trop hâtif et naïf de faire le parallèle avec Jean-Pierre Chevènement, notamment sur la fin de l'épopée. Peut-être le début, ça y ressemble, mais la fin, ne soyons pas naïfs, c'est l'incarnation d'une époque aussi. Éric Zemmour, il a bien compris que l'époque était mûre et que s'il y avait un moment, c'était celui-ci, celui de 2022. Donc est-ce qu'il va y aller ou pas ? En tout cas, le constat, il me semble, est juste. C'est que le système est à bout et ça peut être peut-être un homme qui propose une autre solution. C'est ça la fameuse posture de l'homme providentiel. À quelle famille idéologique il appartient ? Est-ce que vous le classez à droite ou à l'extrême droite ? Je comprends qu'il y avait des divergences. Pour vous, c'est plutôt à l'extrême droite ou à droite ? C'est une droite très conservatrice, réactionnaire. On va dire c'est une droite réactionnaire. Moi, je pousserais quand même le bouchon un peu plus loin, et en particulier en insistant sur une singularité d'Éric Zemmour, que votre reportage tout à l'heure le rappelait, mais je ne suis pas sûr qu'on insiste suffisamment là-dessus. C'est quand même le seul candidat à l'élection présidentielle, dans notre histoire récente et même de moyenne durée, qui se présente en ayant été condamné par la justice de son pays. Il n'est pas encore candidat ? Alors, pardon, c'est un potentiel candidat qui a quand même été condamné par la justice de son pays. On a des exemples d'ex-présidents de la République qui ont eu maille à partir avec la justice, oui, et qui pour certains ont été condamnés, mais des candidats qui y vont en traînant ça, en se traînant ça à la cheville, et on parle de condamnations multiples et récentes, et autrement dit de propos assumés. Et pas n'importe quel propos, encore une fois, incitation à la haine raciale. Donc de ce point de vue-là, il me semble qu'on peut vraiment le ranger à l'extrême droite. Et j'ajoute que c'est un des paradoxes de Zemmour, il en appelle en permanence à l'autorité de l'État. Il dénonce en permanence le laxisme de la justice. Il dénonce en permanence ces hordes de délinquants qui ne respectent pas les lois de la République. Or, il faut quand même reconnaître que Éric Zemmour lui-même ne respecte pas les lois de la République, ou en tout état de cause qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Je reviens sur ce que vous disiez, la droite qu'il incarne, c'est
au fond, la droite légitimiste dans le classement d'Aron? C'est quoi? C'est la droite contre-révolutionnaire, la droite bonapartiste? C'est quoi? C'est la droite... Vous le mettez où? Il n'est pas dans les... C'est très conservateur. Oui, c'est vraiment réactionnaire. C'est pas seulement conservateur, c'est réactionnaire. C'est-à-dire que c'est quand même, il veut retrouver un ordre ancien qu'un ordre perdu, la France blanche patriarcale, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça sa référence et c'est sur ça qu'il joue en permanence. Moi, ce qui me trouble dans votre appellation clown, c'est que le clown, c'est quand même quelqu'un qui est un peu hors système et qui vient perturber le système. Éric Zemmour, il est dans le système. Non, il n'est pas dans le système politique. Il n'est pas un élu politique. Enfin, il est un journaliste politique qui est dans le sérail politique depuis 30 ans. Oui, mais ça, c'est votre acceptation, parce que peut-être que vous sentez, je ne sais pas où vous êtes, vous, dans le sérail ou pas, enfin, concernant votre position personnelle, mais je pense que pour les Français, quand ils voient Éric Zemmour, il ne fait pas partie du monde politique. Et d'ailleurs, il l'a bien compris, parce que dans toutes ses interviews, toutes ses interventions, pour le moment, je fais très attention au verbatim qu'il emploie, il répète d'entrée, je ne suis pas de ce monde politique, je n'en ai pas fait un métier, je ne suis pas un professionnel de la politique. Il a passé sa vie à la commenter. Oui. Non, mais bien sûr, mais il n'est pas politique, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'un clown, ça perturbe aussi l'ordre établi. Et Zemmour ne perturbe pas l'ordre établi. Il est du côté, je veux dire encore une fois, des forces puissantes et pas du tout du côté des marginaux. Et en ce sens, il est l'exact opposé de Coluche, par exemple, en 1981. Je pense que c'est l'inverse. Puisqu'on essaie de le classer un peu dans les familles idéologiques, Emmanuel Rivière, si on retourne la question, à quelle France parle-t-il? Et il parle à la fois à la France qui a voté Marine Le Pen et qui a voté François Fillon en 2017. Ça, c'est très clair dans les différentes enquêtes. Quand on teste Éric Zemmour candidat, il puise dans ces électorats-là. Et d'ailleurs, quand on fait la différence entre les hypothèses d'intention de vote où il est présent et absent, on voit bien qu'il prend chez Hervé Bertrand comme chez Xavier Bertrand. Il prend plus chez Marine Le Pen que chez Xavier Bertrand. Ouais, enfin, ça dépend des enquêtes. Il prend un peu des deux, mais de toute façon, il s'inscrit dans cet univers-là avec des thématiques qui sont quand même les thématiques obsessionnelles du Rassemblement national, principalement. Il est moins perçu par les Français. L'immigration, l'identité, la question du modèle d'intégration. Et c'est vrai que là, il joue sur cette difficulté française à se départir d'un modèle plus ou moins fantasmé d'assimilation sur lequel il va pointer un certain nombre d'exemples. Sur les questions économiques qui sont un peu aussi un des moyens de différencier la droite et la gauche. Je ne sais pas s'il est... On l'a pas beaucoup entendu. On l'a pas beaucoup entendu. Je pense qu'il est beaucoup moins perçu sur ces questions-là. En revanche, il y a bien effectivement ce qui permet de le qualifier aussi comme appartenant au phénomène populiste, cette volonté de se démarquer, puisque il y a les deux ingrédients, le populisme. C'est définir le peuple qui n'en est pas et se démarquer des élites qui ont gouverné jusqu'à présent. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est un peu à l'intersection des deux. Et il parle plutôt aux personnes âgées, aux plus jeunes, aux hommes, aux femmes, aux ruraux, aux urbains, il parle à tout le monde ou du fait de sa très grande visibilité médiatique, on voit qu'il parle à une partie des jeunes. Quand on regarde aujourd'hui les différentes enquêtes, il parle aussi aux personnes plus âgées, mais il n'y a pas de zone de force et surtout il n'y a pas cette caractéristique qu'ont souvent les candidats populistes de s'adresser principalement aux catégories populaires. Il ne fait pas des scores phénoménaux chez les ouvriers comme le faisait Marine Le Pen à une époque. A priori, cette partie-là de l'échiquier, la droite, l'extrême droite, la frontière entre les deux, elle est déjà bien occupée pour 2022. On rappelle qu'il y a Marine Le Pen, probablement Nicolas Dupont-Aignan, Xavier Bertrand, probablement un candidat LR, on pourrait ajouter François Asselineau, Jean Lassalle. Comment Éric Zemmour a-t-il ou peut-il réussir à se faire une place sur ce terrain bien occupé, Mathieu Souquier? Il y a un autre paradoxe avec Éric Zemmour, c'est qu'il percute Marine Le Pen par sa droite. Et on sait qu'il a lui-même considéré et dit que Marine Le Pen était à ses yeux une femme de gauche. Donc il la percute par la droite et il est celui qui, paradoxalement, peut permettre de faire la passerelle entre l'extrême droite et la droite républicaine. Il était allé parler avec Marion Maréchal Le Pen lors d'une convention qui prônait précisément, en fait, à terme, cette alliance-là. Donc ça fait partie des paradoxes d'Éric Zemmour. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel Rivière, il y a effectivement, dans les enquêtes telles qu'on les connaît aujourd'hui, il y a autre singularité d'Éric Zemmour. Il y a chez Éric Zemmour une même captation de catégories populaires et de CSP+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les intentions de vote, ou en tout cas dans les personnes qui se retrouvent dans le discours d'Éric Zemmour, il y a les deux. Ce qui est très rare.
François Fillon en 2017, c'était le candidat de la bourgeoisie. Marine Le Pen, c'est aujourd'hui, et depuis un moment en fait, le Rassemblement national, c'est le parti des ouvriers. Éric Zemmour arrive à parler aux deux France. Il a un discours xénophobe qui séduit une partie des catégories populaires, et il a par ailleurs un discours fait de références historiques, littéraires, un discours cultivé qui parle au lectorat du Figaro et aux centaines de milliers de personnes qui achètent ses ouvrages. Avec Donald Trump, autre catégorie de clown. Exactement. On va venir, on fera une comparaison tout à l'heure avec Juste un petit élément de réponse peut-être, parce que tout le monde en parle sans même qu'il soit candidat. C'est ça la grande différence d'Éric Zemmour. Il est dans toutes les émissions politiques de cette rentrée. Il est partout et il n'est pas candidat. Or, on ne parle pas des autres. On en parle un peu de Xavier Bertrand. Mais bon, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas, encore une fois, politique et qu'il entre par surprise, qu'il n'est pas encore entré. Il a posé un orteil par surprise dans la campagne et que c'est me semble, un scénario qui excite aussi le landerneau politico-médiatique. Et Catherine Tricot, est-ce qu'il y a une méthode Zemmour, à votre avis, pour occuper cet espace ? Est-ce qu'on... Moi, j'ai l'impression que Zemmour, il prend acte de la droitisation d'une partie de la politique française, mais en même temps avec une France qui, politiquement, est défaite. Elle est défaite par Emmanuel Macron, par l'OPA qu'Emmanuel Macron a fait sur cet espace politique. Donc Zemmour, je pense qu'il est là pour essayer de redonner du tonus, une colonne vertébrale à cette droite qui est exactement ce que tu as rappelé, Mathieu Souquier, tout à l'heure, c'est la bourgeoisie d'une part et une partie le RPR, hein. Une partie des catégories populaires qui, il faut s'en souvenir, n'a jamais toujours voté à gauche. Enfin, il y a toujours eu une partie des catégories populaires qui s'est reconnue dans la droite conservatrice, et donc lui, il veut redonner un socle à ça parce que on n'est pas là pour discuter ce soir de la droite classique. La droite classique, pour l'instant, a bien du mal à contrer Macron. Le phénomène Zemmour et Macron, les deux. Mais le phénomène Laetitia en parlait, il y a une forme d'ambiguïté. On ne sait pas encore s'il est candidat. Il montre toutes ses ambitions, toutes ses intentions, mais il ne s'est pas encore déclaré. Il en joue même. Écoutez ce qu'il déclarait sur RTL, c'était avant-hier. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Qu'à son détriment. Et donc, vous êtes en pleine ambiguïté. Ben oui. Et donc je peux faire durer ça tant que c'est mon intérêt. Ça promet. Il continue donc de faire planer ce faux mystère, mais ça lui vaut les foudres du CSA qui considère que c'est un homme politique et plus un éditorialiste. Alexandre Poussard, vous allez nous expliquer pourquoi et comment se fonde la décision du CSA. Et oui, c'est une décision donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a fait beaucoup de bruit, et elle se fonde sur la loi de 1986 qui prévoit que le temps de parole des personnalités politiques doit être décompté par les médias pour respecter un pluralisme des idées sur les plateaux. Et le CSA veut donc appliquer cette loi pour Éric Zemmour, une décision justifiée dans un communiqué. Je le cite, le CSA a considéré qu'Éric Zemmour pouvait être regardé dorénavant tant par ses prises de position et ses actions que par les commentaires auxquels elles donnent lieu comme un acteur du débat politique national. La conséquence, c'est que la chaîne CNews a été obligée de retirer Éric Zemmour de l'émission Face à l'info où il intervenait tous les soirs pendant 1 heure. Et forcément, l'éditorialiste a crié à la censure du CSA. Écoutez-le. J'ai toujours émis des opinions politiques. Ceux qui me suivent depuis des années le savent très bien. Et c'est bien mon droit en tant que journaliste dont la carte de presse 57-111, je tiens à le rappeler, même si ça ne me rajeunit pas, garantit mes droits d'opinion, d'expression. Il n'y a absolument... on n'a pas le droit de censurer mes propos, et le CSA, moins que toute autre institution, n'a le droit de contrôler les opinions des gens, et encore moins des journalistes. Et alors, à ces accusations de censure, le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, a répondu personnellement et rappelle que tous les éditorialistes ne sont pas soutenus par une association de financement de campagne, ni n'apparaissent sur des affiches avec la mention président, ni ne sont pris en compte dans les sondages. C'est le cas d'Éric Zemmour. Donc voilà, après cette décision du CSA, ça va être compliqué pour Éric Zemmour d'avoir autant d'expositions médiatiques qu'avant, c'est-à-dire 1 heure d'antenne par jour. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a une méthode Zemmour ? Je le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un triptyque obsession, provocation, victimisation, et qu'à la fin, c'est toujours lui qui rafle la mise. Emmanuel Rivière. Oui, d'ailleurs, pour le coup, c'est cocher une autre case dans le sens qu'on indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire se présenter comme victime d'un système et se présenter comme étant censuré, évidemment, raccrocher une attention particulière et l'envie d'aller au secours de cet homme-là, puisqu'il représenterait le système que l'on honnie. Et donc l'intérêt, je pense qu'il vit le meilleur moment de sa période. C'est-à-dire,
peut-être qu'il va renoncer. Et dans ce cas-là, immédiatement, il retrouvera peut-être son temps d'antenne, mais il suscitera beaucoup moins l'intérêt que vous souligniez tout à l'heure. Et quand il fendrait l'armure pour être candidat, ce serait différent. On cesserait de se précipiter sur Éric Zemmour à chaque fois qu'il remue une oreille pour voir si dans le petit mouvement du lobe, on décèle un pas supplémentaire vers la candidature. Il deviendra un candidat à qui l'on posera de toute autre question que celle qu'on se pose actuellement. Sera-t-il ou non candidat ? La décision du CSA, c'est un vrai ou un faux coup dur pour Éric Zemmour, Mathieu Souquier ? Alors, pour le coup, c'est un coup d'accélérateur forcément, parce que dans la rhétorique du populiste ou du leader d'extrême droite, il y a toujours la dénonciation du système. Éric Zemmour, et ça date pas d'ailleurs de sa pré-campagne, s'est toujours posé comme une sorte de paria, alors qu'il est au cœur du système médiatique depuis très longtemps. Donc voilà. Mais le populiste ou le leader d'extrême droite joue souvent là-dessus. La méthode Zemmour, je rebondis là-dessus sur l'efficacité de la méthode Zemmour. Elle tient au fait que Éric Zemmour se situe au centre de gravité de la société française quand il met en avant le déclin de la France, quand il met en avant la faillite des élites et quand il met en avant la question identitaire qui lie à la question migratoire, qui lie à la question sécuritaire. Et là, vraiment, on voit bien que sur ce triptyque-là... C'est le cœur des préoccupations françaises. Il est très... Alors, pour le coup, dans les grandes enquêtes d'opinion en moyenne durée, on voit bien que sur ces sujets-là, l'opinion française est très homogène. Et j'ajoute que s'il est un élément perturbateur aujourd'hui, c'est parce que précisément la question identitaire, migratoire, sécuritaire est celle qui assure un lien et même un ciment assez solide entre les sympathisants des Républicains et les sympathisants du Rassemblement national. C'est précisément le sujet sur lequel la droite classique et l'extrême droite se rejoignent de façon très nette depuis quelques années. Mais il fait complètement l'impasse sur la question sociale, parce qu'il n'y a pas de proposition pour l'emploi, pour le logement, qui sont aussi des préoccupations. Et c'est ce qui le distingue. Catherine Tricot, moi je ne crois pas que la question identitaire, je pense que c'est celle qui anime les plateaux télévision, et d'ailleurs on va encore en parler ce soir aussi, c'est-à-dire que nous participons à cela, mais je ne crois pas. On essaie de décoder. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce buzz, nous alimentons tous le bruit autour d'Éric Zemmour et on le positionne centralement. Alors moi, je ne crois pas que les Français soient centralement intéressés par la question de savoir s'il faut remettre l'homme au premier plan dans le foyer, s'il faut que les prénoms soient francisés, si on est dans le grand remplacement. Tout ça, je n'y crois pas. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie qu'il y a une partie de la France qui se pose cette question-là. Je pense que les préoccupations des Français sont aujourd'hui beaucoup plus centrées sur les questions d'avenir et notamment de la question du réchauffement climatique. Ça me paraît être une question qui hante absolument tout le monde pour les générations qui viennent. La question de la façon dont ça va se répercuter sur notre manière de vivre, sur la transformation de l'économie, sur la manière de travailler, etc. Je pense que vraiment, c'est plus ce genre de choses. Et je note, par exemple, que la France est le pays dans lequel il y a le plus de mariages mixtes. Donc on n'est pas dans un pays de repli sur soi, d'angoisse à l'égard des étrangers, etc. Donc je crois que c'est je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe dans une partie de la droite, mais c'est une partie de la droite qui a du mal à se structurer. Il y a un terreau qui a permis de faire pousser Éric Zemmour. Mais c'est vrai qu'il y a un terreau historique ancien en France. Il y a quelque chose de très intéressant, parce que je pense qu'Éric Zemmour, effectivement, dans son expression, mobilise beaucoup l'idée que la France et les Français seraient alignés avec lui. Or, mais il n'a pas de parti, il n'a pas de militants. Est-ce qu'on peut gagner une campagne, on peut gagner l'élection sans parti, sans militant ? On le verra, mais c'est quand même compliqué. Et sur une partie des thématiques, en fait, on constate plutôt un reflux de la crispation identitaire. Le nombre de gens qui nous disent aujourd'hui dans nos enquêtes qu'il y a trop d'étrangers en France, c'est certes élevé. Dans le baromètre sur l'image du Rassemblement national, on est au-delà de 40%, mais on était à 65% au moment des mouvements dans les banlieues de 2005. Le baromètre annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montre la même tendance d'une plus grande ouverture. Et en plus, quand on regarde les générations, les plus jeunes sont effectivement dans un rapport à la question du voile, dans un rapport à la question des étrangers différents. Et il y a un point important que vous avez évoqué sur la question des rapports de genre. Alors pour le coup, il est très décalé du centre de gravité de la population française. Absolument. En revanche, sur la question du déclin et la question du rejet des élites, effectivement, là, il y a un alignement. Mais il y a peut-être une erreur de lecture, pas que de sa part, d'un certain nombre d'observateurs, sur la question de la crispation identitaire. Les Français ne sont pas plus anti-musulmans, plus anti-étrangers aujourd'hui
politique qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, ils sont même plutôt moins. Alors il y en a un autre sur la question du genre qui était limite, c'était Donald Trump aux États-Unis. Hein. Des exemples de clowns dans le cercle politique à l'étranger, il y en a eu au sens propre du terme. Je pense à Beppe Grillo, l'humoriste italien devenu politique. Mais pour revenir à Donald Trump, c'est à lui que vous avez choisi de vous intéresser et peut-être d'exercer une forme de comparaison ou de fascination. Alors pourquoi c'est pas du tout moi qui compare Éric Zemmour à Donald Trump, ce sont les troupes même d'Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'ils ont choisi Donald Trump en modèle. Vous voyez, l'oncle américain, et si Trump a réussi, pourquoi pas Éric Zemmour. Marine Le Pen apparemment a dit à des journalistes en dehors des micros, c'était quand samedi pendant sa rentrée politique, elle a dit, j'ai dit à Éric Zemmour que la théorie selon laquelle la France attend un Trump, je n'y crois pas. Voilà, donc vous voyez bien que c'est orchestré par le camp Zemmour, et d'ailleurs on le voit régulièrement dans le journal qui est un peu son organe de presse, j'ai envie de vous dire, Valeurs Actuelles, qui ne cesse de poser cette question, mais vraiment c'est redondant. Si vous remontez même sur un an, c'est une question qui revient, et alors il présente Éric Zemmour comme le Trump à la française, donc cultivé, vous voyez, parce qu'il faut quand même reconnaître à Zemmour... C'est que Éric Zemmour n'a jamais rien géré de sa vie, d'une certaine façon, alors que Donald Trump avait quand même géré des affaires, un empire, ce qui est un petit peu différent quand même. Ouais, ils n'ont pas la même fortune, notamment. Pas du tout. Non, mais ils n'ont rien à voir. Enfin, en termes d'épaisseur, et je ne parle pas que du physique, et vous allez me dire c'est accessoire, et pas du tout, parce que je suis désolée, mais le charisme, ça passe aussi par l'image que l'on donne de soi immédiate. Donc, il n'a vraiment pas l'épaisseur de Donald Trump, mais il en est un défenseur vraiment fervent, et c'est constant. J'ai retrouvé ce qu'il avait dit sur son plateau donc, de CNews le 6 janvier. On était juste quelques heures avant l'assaut du Capitole par les fans de Donald Trump. Vous savez, il y va carrément. Je pense que le Trumpisme et le populisme en général restent quand même le mouvement de l'avenir. Alors, il y va, mais vraiment, il ne prend pas de gants. Il explique qu'au grand remplacement va s'ajouter le grand déclassement. Donc là, c'est la jambe sociale. Vous voyez, il y a bien sûr qu'il joue sur la sécurité, mais il parle quand même aux classes populaires. Et il dit carrément, il faudra simplement qu'il y ait quelqu'un qui, comme Trump, avec tous ses défauts, lève le drapeau et accepte de combattre pour ça. On est en janvier, Mathieu. Ça, c'est vraiment clairement une entrée en candidature. En tout cas, il parle pour lui. Et donc, bien sûr qu'on se parallèle. Je mets mon billet là sur la table. On va la voir s'il rentre en campagne dès le départ. Ça vous parle, Mathieu Souker, parallèle? Oui, enfin, en tout cas, il y a quelques parallèles qu'on peut faire. Il est évident que Zemmour et Trump ont en partage, vous le disiez tout à l'heure, la xénophobie d'abord et la misogynie par ailleurs. Et il était très étonnant de constater qu'aux États-Unis, plus Trump faisait de sorties misogynes, voire ouvertement sexistes et grossièrement sexistes, plus il montait dans les sondages. Alors là où je vous rejoins, c'est que heureusement en France, a priori, toucherons du bois, on ne se situe pas du tout dans le même contexte. Donc ça, ils l'ont clairement en partage. Et par ailleurs, ils cherchent à s'adresser l'un et l'autre, tel que Trump le faisait il y a quelques années, à l'électorat. Alors Zemmour dirait probablement les Français de souche, enfin ceux qui ont les bons prénoms, etc. Mais on voit bien qu'ils cherchent à s'adresser à peu près à la même population. Ensuite, il y a une vraie distinction, une vraie différence. Vous le disiez tout à l'heure, Trump, c'est vraiment le populisme populaire. Là où et il y a dans le populisme, il y a toujours dans le populisme une dimension anti-intellectualiste, anti-élites intellectuelles aussi, ce que n'est pas du tout Éric Zemmour par définition. Mais je termine là-dessus. Éric Zemmour, quand même, pour l'écho que son discours rencontre dans l'opinion, est celui qui, à la télévision, réalise les meilleures audiences, et il est celui qui, parmi tous les essayistes, écrase le box-office. Et il se trouve que je passais ce matin à la Fnac, c'était l'émeute, c'était le jour de sortie de son livre, c'était l'émeute. Et il était déjà en tête des ventes, en même d'être en stock. Absolument. Catherine Tricot, les États-Unis avec Trump, l'Italie avec Beppe Grillo, ça date déjà d'il y a quelques années, mais on pourrait ajouter aussi quelques leaders britanniques au moment du Brexit. Qu'est-ce que ça raconte de l'état dans lequel se trouvent les plus vieilles démocraties du monde ? C'est certain que ça montre qu'il y a de la destruction et qu'il n'y a pas de recomposition encore. Mais ce que je pense, Beppe Grillo, par exemple, n'a rien reconstruit. C'est même complètement un délitement qu'il a contribué à accélérer en Italie. Par contre, Trump, il a réussi à faire la jonction entre le Tea Party,
qui était vraiment le Tea Party, les partis les plus radicales des évangélistes, etc., et le Parti républicain. Et il a repositionné le Parti républicain à la force du poignet sur cet axe-là. Et dans ce sens, je ne sais pas ce que fera Éric Zemmour, mais en effet, le travail d'Éric Zemmour, c'est un travail de recomposition de la droite sur une frange. Je pense que c'est erroné, cette façon de regarder l'histoire de Trump, parce que ce n'est pas Trump qui a construit cela, c'est Trump, c'est le symptôme de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que sur le terrain, les républicains se sont rendus compte du succès de Donald Trump auprès des Américains, et donc ça a donné effectivement ce repositionnement du parti. Mais c'est le terrain, c'est l'Amérique dite invisible, l'Amérique que personne ne voyait, qui s'est exprimée dans les urnes quand elle a décidé d'élire Donald Trump, qui était là et qui était vive. Mais il fallait un homme pour les incarner, il fallait un homme pour faire la jonction. Ils s'en sont saisis, c'est que les Tea Party, les évangélistes, etc., se sont saisis de Donald Trump. Donc peut-être qu'il est moins idéologue construit que Éric Zemmour, mais le périmètre que cela dessine, à mon avis, est à peu près équivalent dans les deux cas. Alors jusqu'où grimpera Éric Zemmour? Est-ce qu'on est, pour reprendre la comparaison que faisait Catherine Tricot tout à l'heure, dans une bulle sondagière? On explique, c'est le phénomène Jean-Pierre Chevènement, qui est à peu près à 12% à l'automne 2001 et qui finit à 5,34 dans les urnes. Ou est-ce qu'on est sur un socle et avec une bonne campagne, on peut imaginer un effet Mélenchon, pour reprendre un autre exemple, de quelqu'un qui avait quasiment doublé la mise le temps d'une campagne électorale? Alors, pour être immédiatement décevant, je vais commencer par dire qu'on a 0 exemple en France sur une présidentielle d'un candidat extra-politique, comme vous le qualifiez, qui effectivement va à un moment franchir le cap et dire je déclare officiellement ma candidature et rentrer en campagne. Il y en a un quand même. Il y a eu Coluche. Et Emmanuel Macron? Il y a eu Emmanuel Macron, mais il un candidat extra-politique qui se fait dire sans parti, sans militant. Il avait été ministre. Il a dit qu'il était candidat. Il a dit qu'il était candidat. Et puis ensuite, il a dit qu'il n'était plus candidat. Et on a bien vu que le portrait était pas le même. Ne serait-ce que parce que Coluche était sympathique à un grand nombre de Français, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est pas tout à fait les traits d'image d'Éric Zemmour. Donc oui, là, on est sur un niveau entre 7 et 10, selon mes confrères, qui est de fait singulier par rapport à un candidat. Qu'est-ce que ça veut dire singulier? Singulier, c'est dire que transformer une notoriété, une estime par rapport à un certain nombre d'idées, en immédiatement une espèce de potentiel électoral, c'est effectivement à ce niveau-là, c'est bien. Emmanuel Macron avait fait quelque chose d'assez comparable, sauf qu'à la même époque, il était plutôt à 15, lui. Dans un espace qui était aussi assez saturé, puisqu'il y avait Bayrou qui était également testé. Donc voilà, maintenant le suspense est ouvert, parce que quand il change de statut, il va changer dans le regard des Français, et puis d'autres questions vont se poser. Ce ne sera plus la question « est-il candidat ?», mais la question peut-il être président? Et puis il y a la question intermédiaire qui est est-ce que je compte sur lui pour me débarrasser de tel ou tel? C'est là après où toutes les comparaisons sont intéressantes par rapport aux analyses des sociétés occidentales, et où il y a quelque chose qui ensuite devient une règle, c'est que le système politique à 2 tours à la française, il est à peu près unique, donc il ne produit pas du tout les mêmes mécanismes. Mathieu Souquier, à qui profite Zemmour? Est-ce qu'au fond, c'est pas tout bénéfice pour Emmanuel Macron? Et est-ce que c'est une machine à faire perdre et la droite et l'extrême droite? Alors, encore une fois, on ne sait pas s'il est candidat, on ne sait pas si sa candidature permettra de créer une dynamique, et la question de savoir au détriment de qui se fait cette dynamique n'est pas une question simple. Ce qui est sûr, c'est que s'il entrait en campagne, donc s'il avait les 500 signatures pour être candidat, ce qui n'est pas non plus garanti, mais s'il entrait en campagne, il est très probable qu'il ferait turbuler le système. Et même s'il devait finir comme ce pauvre Jean-Pierre Chevènement à 5% à la fin, après avoir espéré être à 10 ou être à 15, n'oublions pas que Chevènement, plus Taubira, plus d'autres, etc., ça fait que Lionel Jospin, qui devait être président, n'est même pas au 2e tour. Et que la qualification pour le second tour était à 17%. Absolument, mais on peut du coup imaginer que, à la faveur du nombre de candidatures qui est aujourd'hui en train de s'enregistrer, que l'élection de 2022 ressemble bien davantage qu'à celle de 2017 à celle de 2002, ou un mélange de 2002 et de 2007. Je tourne ma question autrement. Il fait plus de mal à la droite ou à l'exécutif aujourd'hui? Ou à l'extrême droite, puisqu'il attaque... Alors, très sincèrement, les deux hypothèses sont tout à fait possibles. C'est-à-dire que Éric Zemmour peut empêcher Marine Le Pen d'être au 2e tour. Mais dans ce que vous entendez dans son discours, c'est plus comme ça que Est-ce que vous pensez qu'il concentre ses tirs aujourd'hui sur l'extrême droite et sur la droite? Il concentre clairement ses tirs implicitement sur Emmanuel Macron, dont il dénonce la politique, mais il concentre
par tactique évidemment, s'étire également sur Marine Le Pen pour justifier d'être le candidat de substitution. Et par ailleurs, sa présence déporte le débat vers le centre de gravité du débat, va se déporter vers l'extrême droite. Il peut tout à fait empêcher Marine Le Pen d'être au deuxième tour. Il peut aussi servir de réserve de voix pour Marine Le Pen dans l'hypothèse où elle serait au deuxième tour. Et de la même manière, il peut tout à fait être aussi un réservoir de voix pour le candidat des Républicains, si le candidat des Républicains qui sort du chapeau se place sur une ligne très sarkozyste pour revenir au scrutin de 2007. Et c'est sans doute pour cette raison que Marine Le Pen ne l'attaque pas ou peu. Écoutez-la répondre à une question sur Éric. Encore une fois, pas d'adversaire dans le camp de ceux qui croient en la France. Donc je pense qu'il y a un grand clivage, ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Je pense que Éric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France. Nous avons des divergences, c'est sûr, mais je pense qu'on gagne dans l'union et pas dans la division. Donc je ne le traiterai jamais comme un adversaire. Emmanuel Rivière, à qui il fait le plus de mal, Éric Zemmour, aujourd'hui ? Il fait du mal à ses concurrents sur le même espace politique. C'est vraiment ce que décrivait Mathieu. C'est-à-dire que la clé de l'élection présidentielle en France à 2 tours, c'est maîtriser l'offre autour de soi, dégager autant que se faire se peut le terrain, parce qu'il faut se qualifier au second tour. Et donc là, il fait du mal, ou il ferait du mal à Marine Le Pen, à Xavier Bertrand, parce que finalement, il peut y avoir un doute sur le fait que cette famille-là ou ceux-là se qualifient au second tour. Et du coup, ça explique aussi les attitudes. Et puis, par ailleurs, le charme du système français, c'est contrairement aux États-Unis, là où Trump peut dire à propos de Hillary Clinton, enfermez-la, 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 ça finit par porter. Dans la présidentielle française, celui qui attaque n'est pas forcément le bénéficiaire des attaques. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr que celui qui est attaqué, qui est insulté, qui est mis en cause, soit véritablement esquinté. Ça dépend qui l'attaque. Catherine Tricot, on le voit, il attaque l'extrême droite, la droite, et il y a une forme de paradoxe parce qu'en même temps, ça droitise considérablement le débat en France. Ce que j'allais vous dire, c'est que moi, je pense qu'en fait, mon intuition, c'est que ça sert Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, ça la recentre. C'est-à-dire que le paradoxe dont parlait Mathieu Souquier, c'est-à-dire qu'il est plus à droite que Marine Le Pen et en même temps il fait un pont avec la droite, mais d'une certaine manière, elle peut venir en disant « moi j'attaque personne, moi je rassemble, je ne suis pas clivante, lui il est un petit peu excessif, voilà, il est un petit peu excessif, il va trop fort, moi je suis une femme raisonnable et je veux rassembler tous les patriotes ». Donc ça la pose, d'une part ça la sort du corner d'extrême droite, ça la pose en rassembleuse. Moi je pense qu'en plus il la challenge d'une certaine manière. Moi je pense, je sais pas, c'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais je trouve que le discours qu'elle a fait l'autre fois, qu'il a obligé à reformuler son discours en repackageant toutes ses idées autour du thème des libertés, c'est exactement les idées d'avant. C'est-à-dire que en ligne de mire, en subliminal, c'est toujours les immigrés qui sont attaqués par Marine Le Pen, mais elle le fait maintenant au nom des libertés. C'est-à-dire qu'elle arrive, il la force d'une certaine manière à reformuler son projet et elle le reformule d'une façon beaucoup plus globale et plus ample que Zemmour qui va droit devant, les femmes, faut pas qu'elles fassent du foot, les enfants, faut pas qu'ils s'appellent Kevin, etc., etc., quoi. Alors, Marine Le Pen plus rassembleuse, est-ce que Éric Zemmour, s'il veut continuer, va devoir changer de posture lui aussi ? Est-ce qu'il va devoir être plus rassembleur ? Aujourd'hui, il est un peu un prédicateur à sonner le glas et à désigner des cibles. Est-ce qu'il peut devenir plus fédérateur ? Et si oui, est-ce qu'il ne perd pas de sa valeur ? Non. Emmanuel, rapidement. Laetitia, non. Laetitia, oui, Emmanuel. si, bien sûr qu'à un moment, ça va être un peu compliqué on a rarement vu qu'un président de la République soit aussi peu consensuel dans le pays. Alors après, on peut être dans un pays qui est à ce point fragilisé, mais c'est là où moi j'ai un doute, parce que quand on regarde les sociétés occidentales, il y a une France invisible, comme il y a d'ailleurs une Allemagne invisible dont on parle peu, qui sont des pôles très stabilisateurs, qui sont plutôt dans la recherche de compromis, plutôt dans la recherche du consensus, qui n'ont pas envie d'aventures exagérées, qui sont plutôt révulsés et qui représentent une partie de l'électorat. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir voir, c'est car la vague populiste en Europe, elle a atteint ses limites dans beaucoup d'endroits. Pas partout. Et la France est un peu intermédiaire de ce point de vue-là entre certains pays méditerranéens et puis les pays, les démocraties du nord de l'Europe. Mathieu Souquier, rapidement. Marine Le Pen veut devenir présidente de la République. Donc elle sait notabiliser. Il n'est pas dit qu'Éric Zemmour, qui veut être manifestement candidat à l'élection présidentielle, souhaite être président de la République. On fait souvent le parallèle entre Éric Zemmour et le père Le Pen. Et le père Le Pen, pendant très longtemps, n'a pas cherché à être président de la République. Donc le style d'Éric Zemmour pourrait tout à fait ressembler au style de Le Pen père. Ce débat touche à sa fin. Juste une question pour chacun. Il va jusqu'au bout ou il y va pas ? Oui. Il vit sa meilleure vie en ce moment. Je pense qu'il va en profiter jusqu'au bout, en tout cas.
Catherine Tricot. Oui, je pense qu'il se croit à un destin politique, pas celui d'être président, mais celui de jouer un rôle, et donc il ira le plus loin possible, je crois. Mathieu Souquier. Il n'est pas le seul à en décider. Il faut des sous et des signatures pour être candidat, et il n'est pas sûr qu'il y parvienne. Bien, c'est la fin de ce premier débat de Sens Public, donc consacré au phénomène de la rentrée politique, le phénomène Zemmour. Merci à tous d'y avoir participé. Mathieu Souquier, je rappelle votre livre, 2002, La flambée populiste chez Plomb. Merci Catherine Tricot, merci Emmanuel Rivière.